La seule explication qu'on peut trouver aujourd'hui au fait de quitter la CEDEAO, c'est parce qu'on ne veut pas organiser d'élections. Docteur, où est-ce que vous menez alors ce manque de résultats, je vois pas les éléments d'intervention, ce silence de la CEDEAO face à la crise, cet échec de Barkhane, de Takuba, de toutes ces opérations-là qui n'ont pas marché? Il n'y a plus de date. Et pourtant, la main sur laquelle on nous a vendu, ça sera 18 mois. Ensuite, on a dit que ça sera 24 mois. Maintenant, on est dans un contrat indéterminé. Bonsoir à tous. Quel avenir pour le Mali dans l'AES après sa sortie de la CEDEAO? Pour en parler, je reçois le docteur Soumaré Modibo, président de l'Alliance des forces démocratiques. C'est bien ça? Bien sûr. Bonsoir, heureux de vous retrouver. Merci. Et un habitué de la maison, Tchambel. Merci. Bonsoir, Tchambel. Cette invitation. Cette publication de La Voix du Mali. Comment, messieurs, qualifierez-vous le divorce entre le Mali et la CEDEAO? Comment vous l'avez vécu personnellement? Je vous remercie. Je l'ai dit et répété qu'il ne fallait pas aller à ce divorce. Et pour la simple raison que la CEDEAO ne doit pas être le contraire de l'AES et l'AES ne doit pas être le contraire de la CEDEAO. Et à bien regarder l'AES, ça ressemble beaucoup au Liptako Gourmand. Il faut juste ajouter une ligne sur la question sécuritaire. Aujourd'hui, on ne doit pas quitter des grands ensembles et se retrouver dans un petit ensemble. Qu'on le veuille ou pas, l'AES par rapport à la CEDEAO est un petit ensemble. Il n'est pas bien aussi de se tirer une balle dans les pieds parce que nous pensons qu'il y a une grosse communauté malienne qui vit dans l'espace CEDEAO. La libre circulation des personnes et des biens est extrêmement capitale. Aussi, on a des projets avec les pays de la CEDEAO, comme l'interconnexion pour l'énergie et tout. Le Mali aujourd'hui est dans une situation de crise énergétique qui trouve sa réponse et ses solutions dans l'espace CEDEAO. Ces trois pays qui ont à peu près le même niveau, peuvent être complémentaires pour la lutte contre le djihadisme, contre le terrorisme, tout ça. Ils ne pourront pas seuls pouvoir faire face. Même les plus grands pays ont des difficultés pour résoudre ces problèmes. Donc, nous, notre position, au niveau du parti, on a été très clair. On a dit oui à l'AES, mais l'AES dans la CEDEAO. C'est notre position de principe. Tchambel. Oui, il faut quand même admettre que la CEDEAO a poussé le bouchon assez loin. Parce qu'elle s'est attaquée aux populations. Elle a affamé des populations. Elle a imposé un embargo illégitime, illégal et injustifié. Donc ça a dû jouer. Autrement dit, la CEDEAO, à mon humble avis, a certes reçu la libre circulation qu'elle a instaurée. L'Afrique doit se développer vers des grands ensembles pour faire de cette union une réalité, mais qu'à cela ne tienne, et si sa réussite économique est à saluer au niveau de la CEDEAO, l'échec militaire, parce que le Mali se débat depuis 2012 dans cette crise. Aujourd'hui, le Niger est engagé là-dedans, le Burkina Faso depuis quelques années. Il n'y a pas eu de solution africaine pour lutter contre le terrorisme. C'est un début de solution avec l'AES, il faut l'encourager, il faut le soutenir. Mais regretter que ça se fasse au détriment ou avec un départ de la CEDEAO. Ce n'est pas souhaitable. Certainement, ce n'est pas souhaitable, mais je crois que c'était un divorce de principe entre une position sécuritaire et une position économique qu'il va falloir réconcilier, se retrouver dans un grand ensemble CEDEAO, AES, pourquoi pas. Et Tchambel, parler de divorce de principe, qu'est-ce qui aurait pu empêcher, aurait pu changer la décision des autorités maliennes pour ne pas sortir de la CEDEAO? À mon humble avis, si la CEDEAO avait joué un rôle plus dans la modération et puis dans la prise en compte peut-être des aspirations, se faire un peu violent sur soi-même, ne pas faire cette double pression qui est le retour à la table de la CEDEAO, qu'elle soit assujettie à l'organisation d'élections immédiates avec des délais incompressibles, qui est l'application du protocole d'Abuja en un mot. Et si la CEDEAO avait joué et avait eu l'aval de la population
avait essayé de trouver un terrain d'entente avec ces autorités-là, ne pas pousser surtout à ces embargos, à cette limitation, et surtout aller vers un clash diplomatique. Souvent on y allait. Il y avait les médiateurs étaient souvent dans des rencontres diffus, confus. Goodluck Jonathan a rencontré une partie de la classe, il ne rencontre pas l'autre partie. L'ensemble des acteurs ne se sont pas sentis intéressés. La société civile n'était pas au centre de ces préoccupations. L'opinion publique malienne a été délaissée un peu, et sahélienne même est délaissée un peu. Peut-être que ça a dû jouer beaucoup. Et il faut le dire, les autorités maliennes aussi ont dû prendre sur eux-mêmes cette situation et la personnaliser. Et il fallait aussi que les deux fassent des efforts. Autant la CEDEAO fait des efforts dans le sens de l'approche pédagogique, de l'approche de sanctions, autant les autorités maliennes aussi allaient un peu aller vers cette entente, cette cohabitation, parce que de toutes les façons, on est de cette région. On est obligé de vivre en symbiose avec les pays de la CEDEAO. Docteur, est-ce que la CEDEAO a poussé le bouchon trop loin, comme dit Tchamba? Je ne crois pas du tout. Et vous savez, regardez un temps soit peu les délais de 18 mois que les militaires ont proposé. C'est la main sur le cœur et devant le peuple, après avoir juré devant le peuple. C'est dans la charte de la transition. Ils ont dit, nous allons faire 18 mois. Les regroupements auxquels moi j'appartiens, l'ARP, avait proposé 24 mois. Les militaires ont proposé 18 mois. Et c'est eux qui n'ont pas respecté les délais. Ce n'est pas la CEDEAO. Et pour rappel, depuis que le coup d'État, la CEDEAO n'a pas rencontré de façon formelle la classe politique. D'ailleurs, à un moment donné, nous, on a même dénoncé ça. On a dit, on ne peut pas faire de dialogue avec qu'une seule partie. Si vous êtes médiateur, vous devez rencontrer et les autorités de la transition et la classe politique. Goodluck venait, il a rencontré les autorités de la transition et prenait son avion et partait. On a dit, ça va échouer. Ils ont joué sur le temps. Moi, j'ai eu un débat avec le Premier ministre à l'époque, et Choguel. J'ai dit, c'est une prise de pouvoir, une confiscation de pouvoir et pour perdurer au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e année et il n'y a même pas de date des élections. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, pour sortir de tout ça, et pour sortir par le haut, aujourd'hui, il faille qu'on revienne à la raison, que le peuple dont mon camarade Chambel parle n'a jamais été consulté. Justement, on consulte les peuples comment? Vous avez demandé un référendum, hein, si je ne me trompe pas, pour la sortie de Mali. Oui, moi j'ai dit, mais voilà, on ne peut pas venir. Demain, ils vont dire encore qu'on va changer des populations, on va intégrer, je ne sais pas qui vont devenir des Maliens. Et on va dire que c'est la volonté du peuple. Quand est-ce qu'on consulte le peuple? Le peuple, ça se consulte dans les urnes, lors des élections. Il n'y a pas eu d'élection. On a eu le projet de constitution, on a consulté le peuple s'est prononcé, même s'il y a eu un taux de participation qui n'était pas à la hauteur de la consultation. Mais quand même, le peuple a été consulté. Comment on peut prendre de grandes décisions aujourd'hui à l'ère démocratique? On ne demande pas le peuple. Et en plus, on dit oui, c'est au nom du peuple. Non, ce n'est pas au nom du peuple, c'est au nom des autorités de la transition. Mais quand on voit l'opinion publique adhère quand même au projet de l'AES, il y a une rancune contre la CEDEAO. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que l'opinion publique n'adhère pas à ce projet de retrait de la CEDEAO. Vous avez des faisceaux d'indices. Nous, aujourd'hui, nous disons, aujourd'hui, c'est nous notre position, on n'est pas contre l'AES. Contrairement à certains qui ont dit, ah bah, l'AES, nous, on n'est pas dans ça. On dit, oui, à l'AES, ça peut servir. Restons dans la CEDEAO. C'est ça, nous, notre position. Et d'ailleurs, j'ai posé un certain nombre de questions. J'ai dit, OK, allons-y, consultons le peuple sur le fait, d'abord, de rester dans la CEDEAO, de garder l'AES ou de sortir complètement, et même d'abandonner l'AES. Il faut demander au peuple si le peuple veut. Mais si on prend des décisions parce qu'on maîtrise la télé, on maîtrise les journaux, on dit oui, c'est au nom du peuple. Non, ce n'est pas au nom du peuple, c'est au nom des autorités de la transition. Cela, au moins, aura le mérite d'être clair. Donc, aujourd'hui, il est responsable aujourd'hui qu'on regarde. C'est un saut dans l'inconnu, cette histoire. Parce qu'il y a des questions qui sont posées. Je vois quelqu'un poser la question, ok, d'accord, pourquoi on peut sortir de la CEDEAO, pas de l'Union monétaire, de l'UEMOA? Ça pose des problèmes. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de complexifier nos problèmes. Nous avons suffisamment de problèmes. Nous sommes au Mali dans un pays où il y a 6 heures d'électricité au maximum par jour. Je suis chef d'entreprise, les entreprises se meurent. C'est ça la réalité. Et le président
des patrons l'a dit il y a quelques mois, il y a 60% à 50% des entreprises qui ont fermé. C'est ça la réalité. Donc, on ne peut pas continuer dans ce sens et dire, bon, on ne s'arrête pas. Non, il faut s'arrêter, échanger avec la classe politique. La classe politique n'est pas l'ennemi de la transition. Nous, on l'a dit et répété, nous ne sommes pas l'opposition. Contrairement à un certain Premier ministre qui voulait que les autres soient l'opposition. On parlera de lui tout à l'heure. L'histoire a jugé. L'histoire a jugé, mais on a fait 3 ans de perdu parce qu'on s'est rendu compte que ça n'a servi à rien que de créer une opposition. Aujourd'hui, la transition a besoin d'acteurs politiques sérieux pour justement trouver les solutions aux problèmes qui assaillent notre pays. Tchambel, est-ce que vous partagez l'opinion du docteur lorsqu'il dit déjà qu'il fallait recourir au peuple pour cette décision? Est-ce que vous vous sentez, comme vous retenez au Mali, que c'est une décision assez impopulaire? Non, c'est là où justement je ne partage pas l'idée du docteur parce que ce n'est pas les élections quand ça l'arrange et ne pas consulter et déterminer que la décision elle est impopulaire, c'est pas possible. Donc il va falloir que ça soit la même pour tout le monde, pour tout le temps. Consulter, c'est la règle. Nous sommes en période d'exception, il faudrait le reconnaître, il le reconnaît puisque un régime transitoire n'a pas d'ennemis, ce n'est pas un régime consacré. Il n'y a pas, c'est un régime exceptionnel dans lequel tout le monde doit se retrouver, où on doit mettre l'intérêt du peuple en avant et privilégier cet intérêt-là. Et j'entends bien, la classe politique malienne est appelée à se renouveler. Et celle de 80, de 90 et de 2000, elle a fait son temps. Aujourd'hui, c'est d'autres acteurs on n'invente pas la roue, elle tourne et d'autres acteurs doivent s'imposer et pouvoir arrêter la situation, faire le point et changer l'évolution. Aujourd'hui, la pression populaire, en tout cas, elle est là. Certaines décisions sont populaires parce que c'est consécutif à une résultante de plusieurs années de politique qui ont échoué là. Et là, la poire est divisée en deux. Autant vos partis, vos formations sont responsables, l'opinion est assez sévère avec vous. Je crois qu'on ne veut pas inventer non plus de régime. C'est la démocratie qui est la règle. Jusque-là, c'est le meilleur qu'on puisse avoir. Mais faudrait-il que cette opinion adhère, qu'on la convainc à aller vers ça et que les autorités aussi trouvent leur compte à régler cette situation sécuritaire qui est un problème. Quels sont les éléments aujourd'hui que nous disposons qui montrent que cette décision est populaire, légitime et que ça va dans le sens des intérêts du peuple malien? Autant vous n'avez pas aussi d'éléments pour dire le contraire. Quels sont vos éléments? Aujourd'hui, les Maliens se posent la question. Alors, quand il y a l'AES, est-ce que quand on part en Côte d'Ivoire, quand on part, je sais pas, en Guinée, quand on part au Sénégal, comment ça va se passer? Jusqu'à preuve du contraire, la libre circulation a été maintenue, effectivement. Justement, mais pour dire que, voilà, pourquoi alors mettre des freins à quelque chose qui va dans le sens des intérêts du pays, du peuple? Quel est l'objectif recherché? C'est un échappatoire pour ne pas, justement, être dans un club dans lequel on parle de démocratie. Dans un club où on dit, on joue au foot, vous voulez jouer avec les pieds et les mains. C'est ça, en fait, cette réalité. C'est assez bien caricaturé, mais c'est la réalité. C'est assez fort quand même. Échappatoire, le terme. C'est un échappatoire. Je ne crois pas que ce soit le seul alibi. C'est le seul alibi aujourd'hui. La seule explication qu'on peut trouver aujourd'hui au fait de quitter la CEDEAO, c'est parce qu'on ne veut pas organiser d'élections. Docteur, où est-ce que vous menez alors ce manque de résultats, je vois pas les éléments d'intervention, ce silence de la CEDEAO face à la crise, cet échec de Barkhane, de Takuba, de toutes ces opérations-là qui n'ont pas marché? Il n'y a plus de date. Et pourtant, la main sur laquelle on nous a vendu, ça sera 18 mois. Ensuite, on a dit que ça sera 24 mois. Maintenant, on est dans un contrat indéterminé. Non, une transition est appelée à commencer. Ce n'est plus une transition. Je suis désolé, ce n'est plus une transition. Quand on a atteint un mandat de 5 ans, ce n'est plus une transition. C'est un mandat. Non. C'est un mandat. En tant que démocrate, vous savez, c'est des hommes et des femmes, c'est des jeunes et même des vieilles personnes qui sont morts en 91 pour qu'il y ait la démocratie, le multipartisme intégral, les libertés, la liberté d'expression, la liberté des mouvements. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui, en 2020, ceux qui étaient au Mali, en 2020, nous avions l'électricité 24/24, nous avions en tout cas un certain nombre d'entreprises, en tout cas qui fonctionnaient. Aujourd'hui, même le secteur informel est impacté par cette situation. Parce que on ne peut pas
par justement les paroles seulement résoudre les problèmes. Le Mali aussi est installé dans une guerre depuis 2012. On a des difficultés. Bon, on vient d'une crise du Covid. C'est pas que le Mali. C'est pas la guerre qui a entraîné la crise énergétique. Je suis désolé. C'est des décisions politiques fortes. Parlant de politique, messieurs, est-ce que 2025 sera l'année électorale tant attendue? Bon, la question est posée. Je crois que les autorités s'étaient engagées à cela. Moi, je sais que c'est l'année de la culture, c'est ce que je sais. C'est difficile. C'est difficile de le présager tant qu'il n'y a pas de ligne budgétaire dégagée à cet effet et tant que les conditions ne sont pas réunies. Je crois que c'est l'espoir, c'est la finalité de tout régime d'aller vers des élections transparentes, démocratiques et libres pour terminer avec cette transition. Mais les conditions, une fois de plus, doivent être réunies pour cela. Il faut un budget, il faut une ligne dans le budget, il faut des organes. Pour cela, il faut que les partis politiques aussi s'asseyent, en discutent et trouvent un terrain d'entente. Vous n'avez pas de l'essentiel. Vous n'avez pas de l'essentiel. L'essentiel, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait une volonté politique à la tête de l'État. Mais le Premier ministre est en charge de l'administration territoriale aussi, donc il est en charge des élections. Oui. Pour montrer que s'il occupe ce portefeuille, c'est pour dire qu'il est en action. C'est l'interlocuteur des partis politiques, c'est lui qui les écoute, c'est lui qui parle avec eux et il a repris langue avec eux. Vous êtes assis, vous êtes retrouvés, qu'est-ce que vous êtes dit? Et regardez, tenez compte du fait que dans le projet de loi de finances 2025, il y a une ligne qui est consacrée aux élections. Mais connaissant cette pratique, il y a eu cela dans les années passées, après on les a effacés. C'est une ligne facile à effacer. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, nous avons l'année dernière, le président de l'organe qui est chargé des élections, de l'organe des élections, avait dit qu'il était prêt. Oui. Les partis politiques sont prêts. Le peuple malien veut voter. Mais s'il n'y a pas de volonté, c'est pourquoi j'ai dit dans votre argumentation, vous n'avez pas parlé de l'élément essentiel. Il faut qu'il y ait la volonté politique au sommet de l'État d'organiser des élections transparentes et crédibles dans l'esprit et la lettre de la charte de la transition. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de volonté. Cela n'existe pas aujourd'hui au Mali, malheureusement. On inscrit au budget, on crée une autorité chargée des élections. Cela a été par le passé, on l'a effacé. Non, on consulte les partis politiques parce que vous avez aussi votre mot à dire. Ça veut dire que les partis aussi ne jouent pas leur rôle, vous ne menez pas la pression autant possible pour on ait vers des élections. Dans quel état se trouve la classe politique malienne? Comment vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui, la classe politique, c'est ce que j'ai dit lors d'une interview le mois passé, j'ai dit, c'est que le journaliste a dit, est-ce que la classe politique est morte? J'ai dit, mais si la classe politique est impopulaire, organiser les élections, ce serait par la preuve. Ce serait par la preuve. On ne peut pas s'asseoir et dire, oui, est-ce que les hommes politiques sont morts? Et puis, la question de, oui, la classe politique se renouvelle, tout ça là, c'est important qu'on dise les choses en face. Abdoulaye Wade, quand il s'est battu, après combien d'années il est arrivé au pouvoir? Ça, c'est le Sénégal. Le Sénégal n'a pas les moyens. J'arrive pour dire qu'il faut laisser les hommes politiques eux-mêmes dire, bon, je peux durer 10 ans, je peux durer 5 ans, comme je peux durer 50 ans. Tant que c'est le peuple qui juge finalement. Voilà, donc il faut laisser, il ne faut pas dire renouvellement. Moi, aujourd'hui, je préfère militer avec certaines personnes d'un certain âge que certains jeunes d'aujourd'hui, pour dire que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de valeur et d'engagement. Donc c'est important aujourd'hui qu'on redonne la parole, qu'on donne la parole au peuple malien, comme on l'a fait pendant les élections référendaires, pour qu'il installe un président démocratiquement élu. En même temps, j'avoue que quand on fait le bilan... Parce que quand un président arrive, c'est sûr que c'est à partir d'un projet de société qui va présenter au peuple malien et que le peuple malien vote pour ça. Que les choses soient claires. Mais quand tous les 3 mois, on sort une nouveauté pour dire oui, c'est au nom du peuple, moi je ne crois pas à cela. En même temps, quand on fait le bilan depuis quelques années, rares sont ces hommes politiques qui ont occupé le terrain depuis 2000, depuis les années 2000, qui sont encore là. Aujourd'hui, quoi qu'on veuille, c'est d'autres têtes qui émergent. C'est là il va de l'évolution générale de la population. Aussi, c'est un peu plus jeune, donc c'est d'autres leaders qui reviennent à la surface. Et parlant de renouveau, messieurs, que reste-t-il encore de Choguel Maïga, l'ancien Premier ministre? Que reste-t-il encore? Bon, moi je pense que, je l'ai dit, ça a été un temps perdu. Et quand le ministre de l'administration nous avait rencontrés à l'époque,
après la nomination du gouvernement Choguel, j'avais dit que c'était certainement pas la bonne décision qui avait été prise de nommer un chef de parti qui ne saurait pas se défaire de son manteau de président de parti et de devenir le premier ministre de tout le monde. Malheureusement, ça a été une perte de temps. Il y a eu beaucoup d'enfumage, beaucoup de diatribes contre ces pères de la classe politique. Et je ne saurais dessiner l'avenir de qui que ce soit. Vous savez, l'engagement politique, c'est affaire de rebondissement. Et moi, je pense que c'est un homme politique. Il s'est engagé, il peut prendre sa retraite quand il peut continuer à lutter. Et je ne saurais pas lire dans une boule de cristal son avenir. Tchambel. Que dire de l'avenir du président Choguel Kokala Maïga? C'est un dur à cure. Il reste une mémoire de la transition, une matière grise même de la transition. Il se revendique aujourd'hui comme étant le père politique de ce régime, de ce qu'il a pu mettre en place, en tout cas en son temps. Mais son bilan reste son bilan, mitigé, avec en tout cas des insuffisances, et ça ne surprend plus d'aucun. Maintenant, son avenir est entre ses mains, celle du peuple, qui est le dernier recours, et son score est connu au présidentiel. Est-ce qu'il va être candidat encore? Et maintenant, il fait ses meetings où? Il les fait où? Et comment il tient ses meetings du boulevard de l'Indépendance dans son salon? Je crois que le reste, vous pouvez facilement le deviner. Et maintenant, le dernier juge reste le peuple. Et parlant d'avenir, bon, parlons d'actualité ou d'aujourd'hui. Comment jugez-vous les pas du nouveau Premier ministre, docteur? Vous l'avez déjà rencontré? Pour l'avoir pratiqué dès le début de la transition, je sais que c'est un homme d'État qui a une grande capacité d'écoute. Il est évident que nous avons des divergences profondes sur la conduite, les caps à tenir. J'ai eu l'honneur de le rencontrer il y a moins d'un mois et je pense que il a dégagé les positions du parti qui sont entre autres la normalisation de nos relations avec nos grands voisins, la Côte d'Ivoire et l'Algérie, la résolution de la crise énergétique qui en grande partie trouve ses clés en Côte d'Ivoire, mais aussi un dialogue inclusif, y compris avec les anciens rebelles qui avaient quand même signé l'accord de paix, même si aujourd'hui l'accord a volé en éclats. Ça reste des Maliens, il faut les intégrer dans un grand ensemble de discussions pour faire la paix pour tous les Maliens, de toutes les couleurs et de toutes les régions du Mali. Et bien entendu, je souhaite que des élections soient organisées, comme eux-mêmes ils ont proposé, à savoir les élections de fin de transition. Ils ont choisi les élections présidentielles pour que des hommes et des femmes puissent se présenter avec des projets de société qui, après explication au peuple malien, il y aura la légitimité de désigner qui ils veulent comme président de la République du Mali. Parce que quand même, 4 ans de transition, ça a assez duré. Il est important aujourd'hui qu'on sorte de tout ça. Et j'espère qu'ils sauront prendre les décisions. Et surtout, en tout cas, je souhaite pour lui beaucoup de réussite. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour la classe politique, qui a beaucoup de disponibilité. Mais n'empêche, aujourd'hui, nous sommes dans un grand ensemble et dans un monde qui est interdépendant. Il est important aujourd'hui qu'on puisse rester dans les grands ensembles et qu'on puisse reconsidérer justement certaines décisions et justement qui vont dans le sens de l'intérêt du peuple, exclusivement de l'intérêt du peuple. Pas des décisions juste pour arranger des petites crises qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt du peuple. Donc il est important aujourd'hui qu'on puisse regarder et qu'on puisse mettre sur la table. Je n'ai pas vu un seul homme politique dans ces pays qui se félicite aujourd'hui qu'on se retire de la CEDEAO parce qu'il n'y a pas d'explication qui tienne. Tchambel, pour conclure.
Oui, mais c'est un homme, en tout cas, qui vient au sérail, c'est le plus intellectuel de son clan. Et il a cette tradition de discuter avec la classe politique. Il a un bagage intellectuel, un background, mais est-ce que cela suffit? Il doit relever aussi des défis politiques. C'est peut-être le côté faible en lui, parce que ce n'est pas un technocrate. Un technocrate pour des défis politiques, là, il va falloir l'appuyer, mais je crois que le défi n'est pas au-delà de ses capacités, puisqu'il est dans une équipe, il est dans l'heure du temps de sa génération. Il me semble qu'avec ensemble, ils pourront relever le défi. Le défi, il est d'abord sécuritaire, ensuite, il est économique, et enfin, il est existentiel pour le Mali, parce que le peuple malien a besoin d'unité et d'union sacrée pour sortir de cette crise. Et ça interpelle tous les Maliens à quelque niveau qu'ils soient. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour vos très belles interventions. Merci à Romain Cléco de Mec à la réalisation. Portez-vous bien et à bientôt.